J'ai publié pas mal que ce soit de livres sur la finance ou d'articles, et j'étais assez connu pour avoir travaillé sur les attaques qui concernent les monnaies, que ce soit la livre avec la Banque d'Angleterre ou le Thai baht en Thaïlande, les monnaies de certains pays. Et après ce parcours-là, à peu près en 2000-2001, à partir du moment où il y a eu le 11 septembre, j'ai changé d'activité. Je suis un petit peu resté dans la finance, mais avec déjà une orientation sur ce qui concernait le financement du terrorisme. Et puis ça a basculé en allant sur des théâtres de guerre. J'ai fondé une société qui s'appelle API Capital, qui est dédiée au renseignement économique, au renseignement, on va dire tout court, sur les zones de guerre. Et qui vous permet, si vous avez des intérêts dans un théâtre de guerre, d'avoir des informations, d'avoir tout ce qu'il faut pour essayer de gérer la situation dans laquelle vous avez été amené à vous retrouver du fait de la guerre. Et donc aujourd'hui, si je mène les combats, c'est des combats que je mène sans avoir l'idée de me rémunérer avec ou de vouloir quoi que ce soit. L'idée même de me faire descendre en sortant d'ici, mais complètement, vraiment, c'est sans objet, ça m'est égal. Par qui ? Parce que j'ai pas mal de gens qui voudraient que j'arrête de donner des informations qui doivent rester confidentielles et de les rendre publiques. Là, je suis sur le 2e tome pas de mes mémoires, mais disons de mes activités. Je vais parler du financement de terrorisme et de la façon dont Daesh s'est financé par la vente de son pétrole. C'est particulièrement choquant pour les Français. Donc, il y a des gens qui aimeraient bien que ça ne soit pas public. Mais il y a heureusement des procédures en cours en Italie qui me font penser qu'on va arriver à gagner ce combat et que ça va être public et qu'on va dire aux gens comment Daesh est financé, par quel flux, par quelle société, et les gens vont comprendre que l'affaire Lafarge, qu'ils connaissent un peu, parce que bon, Lafarge, c'est un financement de 12 millions d'euros qui a été fait en faveur de Daesh. Elle était à la limite, l'affaire Lafarge, un peu excusable, parce qu'il y a eu des opérations spéciales qui ont eu lieu autour de la cimenterie de Lafarge en Syrie. Mais là, le financement de Daesh par son pétrole est totalement inexcusable. Pour vous en dire quelques mots rapidement, en 2014, à partir de 2014, Daesh investit des champs pétrolifères dans le nord de l'Irak, un endroit que je connais très bien. La production est assez faible, mais suffisante pour pouvoir créer une source de financement importante, leur source majeure de financement. Mais ils n'ont pas de moyen d'évacuer ce pétrole. Pour pouvoir le vendre, il faut le transporter, c'est pas consommable sur place. Donc il y a quelqu'un qui va les aider à mélanger ce pétrole au pétrole de contrebande des Turcs. Ce pétrole va se retrouver camionné jusqu'à Dortiol. Et à ce moment-là, à Dortiol, il est déchargé et chargé sur des tankers. C'est une société française qui se charge des opérations. Ce pétrole est vendu à des traders. Est-ce qu'ils sont au courant de ces sociétés françaises ? Parfaitement. Vous avez des preuves de ça ? Parfaitement. Ce pétrole est mélangé donc et vendu à des traders suisses et après, avec des faux papiers, il est vendu un peu partout, notamment en Italie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 2 procureurs italiens de Cagliari et Brescia qui travaillent avec la police contre-terroriste pour déterminer quel flux est allé exactement sur Daesh, quel flux est allé exactement vers les Kurdes. Mais le schéma, en tout cas, d'export de l'huile de Daesh, maintenant, on le connaît. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point on le connaissait déjà quand il y a eu l'enquête parlementaire. Il y a une mission parlementaire qui a eu lieu en 2016, deuxième semestre 2016. Vous avez des députés qui se demandent mais comment Daesh se finance. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui est faite. Le rapport ne mentionne strictement de tous ces événements. On parle de l'art, de beaucoup de choses, tout ça, mais pas du pétrole de Daesh qui constitue 90% du financement. Ce financement-là est tellement important qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ce flux,
il n'y aurait pas eu le califat. Et donc, il n'y aurait pas eu les attentats, notamment je parle de ceux du Bataclan, il n'y aurait pas eu les attentats qu'il y a eu après. Et donc, c'est une trahison qu'il y a eu non seulement vis-à-vis des Français, non seulement vis-à-vis des victimes du Bataclan, mais aussi vis-à-vis de la police. Et je pense aux gens de la cellule Alat. La cellule Alat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cellule spécialisée au niveau de la DGSI qui est chargée de travailler sur le terrain à démanteler les filières djihadistes. C'est un travail de chien, c'est un travail extrêmement dur. Et il est évident qu'à partir du moment où Daesh peut financer son califat, eux, ils vont énormément souffrir. C'est beaucoup d'activités qu'ils vont avoir à gérer. Et tout ça aurait pu très bien être arrêté en amont si on avait empêché Daesh d'exporter son pétrole. Donc si on n'avait pas camionné, si on n'avait pas déchargé les camions, chargé les bateaux. Revenons à votre histoire. Oui. Comment on fait pour bosser, comment on fait pour être un honorable contributeur de la DGSE? Alors, vous avez plusieurs... Vous avez bossé pour eux? Oui, j'ai bossé pour la DGSE. C'est pas le seul... Vous êtes sûr que c'était la DGSE? Oui. Comment vous êtes sûr de ça? J'ai aucun doute. Il n'y a pas de souci. D'autant que la DGSE n'aime pas que vous travailliez pour d'autres services, alors que moi j'avais un principe, et je l'ai toujours, c'est de dire quand vous avez la possibilité de collecter une information importante, il faut que cette information soit utile, utilisée. Et ceux qui peuvent l'utiliser, ce n'est pas forcément ceux pour lesquels vous travaillez, ce n'est pas forcément votre chapelle. Or, à la DGSE, on vous dit on ne prie que dans une seule chapelle. Qui est celle de la DGSE, quand vous êtes rémunéré par la DGSE comme contractuel et que ça se passe comme ça. C'est un État dans l'État? Alors, vous avez des gens... C'est un État dans l'État? C'est pas un État dans l'État, c'est un service qui doit travailler pour le bien du contribuable et de la France et qui, par défaut, au fil du temps, se met à travailler pour le politique et pour des multinationales. Parce que ceux qui sont à l'intérieur commencent à préparer leur retraite et leur reconversion auprès de ces entreprises. Et là, il y a un problème. Là, ça ne correspond pas aux devoirs qu'ils ont à respecter à la base et de se dire, voilà, le travail, c'est servir le contribuable français qui paye pour ça, la France. Je vous donne un exemple. Quand on a la loi renseignement qui se met en place. On parle de faire des écoutes. Qu'est-ce qui se passe? On va brancher directement un système d'écoute sur les câbles des opérateurs. France Télécom, Deutsche Telekom en Allemagne, on va se brancher directement sur ce câble. On pompe toutes vos informations, WhatsApp, tout ce que vous voulez, tout ce qui est numérique. Vous pouvez changer WhatsApp, Telegram et tout ça, ça n'a aucune importance. Tout est pompé. Tout est lu par un algorithme pour simplifier les choses, d'accord? Et l'algorithme, je simplifie parce que sinon c'est pas compréhensible, mais on a une communauté très affûtée ici. Hein. L'algorithme va déterminer ce qui peut, avec des mots-clés, etc., représenter un intérêt ou pas. Si c'est chiffré? Alors oui, si c'est chiffré, on le déchiffre. Si vous déchiffrez de l'AES 256? Je peux pas vous le dire, mais on peut déchiffrer. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous les systèmes de chiffrement ont des backdoors. Pour une raison bien naturelle, c'est que s'il n'y avait pas de backdoor, ça serait interdit et ça poserait un problème de sécurité majeur à tout le monde. Bon, donc oui, il y a des backdoors et quand il n'y en a pas, il faut rentrer dedans et il faut taper dessus. Et quand vous avez d'ailleurs des petits... Il y a eu un petit réseau de mafieux qui s'est monté où les gens communiquaient avec leurs petits réseaux cryptés entre eux, chiffrés. Oui, il a été démantelé. Mais au bout d'un moment, de toute façon, ça attire l'attention de tout le monde et puis c'est démantelé. Et d'ailleurs, plus vous utilisez... plus vous attirez l'attention, plus vous allez envoyer des fichiers chiffrés, plus vous allez attirer l'attention parce que ces fichiers-là vont être lus
au travers d'algorithmes et on va essayer de voir pourquoi vous envoyez des emails chiffrés, qu'est-ce qui est si secret pour que voilà. Et donc en fait c'est pas une très bonne idée. De même que envoyer aussi des emails, avoir une seule boîte et envoyer un email dans la zone brouillon de façon à ce que vous puissiez la lire aussi et que ça reste en brouillon et que ça soit jamais envoyé, c'est pas une bonne idée parce que c'est une pratique qu'on voit souvent. Qu'on a vu. Pour le Bataclan. Non, pas forcément. On l'a vu utilisé au départ, c'était un des modes de communication d'Al-Qaïda. Et puis c'est comme ça qu'on a détecté parce que les routeurs font le tour des boîtes et on voit que la boîte en question, elle a que du brouillon ou pratiquement que du brouillon et que ce qui est en brouillon, c'est ouvert à un endroit et envoyé à un autre. Donc évidemment, ça pose un problème et c'est comme ça que ça se détecte. Et lu à un autre. Et lu à un autre, ouais. Donc comment vous avez été recruté ? Vous êtes venu avec un sandwich, un jambon beurre. Bien sûr. Et vous avez dit bonjour les gars, bon, je suis en détention, je détiens des informations précieuses pour notre chapelle qui est la chapelle bleu-blanc-rouge. Ouais. Et j'aimerais attirer votre attention, où ils sont venus vous voir parce que vous étiez dans les salles de marché. Est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours un mec de la DGSE dans les salles de marché ? C'est faux. Non, vraiment c'est faux. D'abord, si vous voulez, la DGSE s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur en principe. Après, ouais, en principe. Les mecs de la DGSI, d'ailleurs, sont voilà. Maintenant, l'extérieur et l'intérieur se croisent. Quand vous êtes dans une multinationale... Ça bouscule peut-être. Vous prenez le cas d'Areva. Areva était statutairement protégé par la DGSE et la DGSI. Bon. C'est normal. Ce qui est normal. Fer de lance de la France. Voilà, absolument. Donc, il n'y aurait pas dû y avoir de problème. Le diamant de la France. Absolument. Et donc, pour répondre à votre question, comment vous êtes recruté, ça peut être très bien. Le recrutement, il peut se faire très bien par la personne qui est concierge dans cet immeuble, qui voit des gens passer, et on va lui demander, ça nous aiderait en tant que service français de savoir qui rentre et qui sort de l'immeuble. Est-ce que vous pouvez prendre une photo? Est-ce que vous pouvez prendre quelque chose à un moment ou à un autre? Parce que non, un peu d'argent, oui, mais on évite. Vous savez, il y a deux façons qu'il faut éviter pour avoir de l'information. La torture et payer. La torture, pourquoi? Parce que la personne va vous raconter n'importe quoi pour que vous arrêtiez. Et donc l'information n'est pas fiable. Pourquoi on a torturé les gens à Guantanamo? On torture les gens parce que c'est une façon rapide d'avoir de l'information. Parce que de toute façon, c'est dans certains... Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage qui mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.